Madame, Monsieur, bonsoir. Le débat sur une monnaie électronique centralisée de nouveau sur le devant de la scène et c'est ce dont nous allons parler ce soir dans Question d'actu. Le 19 juin dernier, le Wali de Banque El Maghrib a fait une déclaration importante. Je cite, « Les banques centrales ont rapidement compris que le statu quo n'est plus une option si elles veulent préserver leur rôle central d'émetteur de la monnaie. » Fin de citation. Ce n'est pas de l'avis de beaucoup d'observateurs qui maintiennent que les banques centrales ont accusé un grand retard quand il s'agit de la course aux monnaies digitales. Abdelatif Jouahri d'ajouter que les contraintes politiques liées notamment à l'adoption généralisée des monnaies digitales de banque centrale et l'échelle mondiale, ces contraintes persistent. À ses côtés, il y avait la directrice générale du Fonds monétaire international qui a profité de cette occasion pour annoncer le lancement imminent d'une plateforme internationale qui permettra l'interopérabilité des monnaies digitales des banques centrales. Mais avant, il faudra harmoniser les cadres juridiques, bien évidemment, qui régissent ces monnaies, et ce, à travers le monde. Comment et pourquoi un tel engouement du FMI, des principales banques centrales dans le monde pour accélérer l'usage de ces monnaies numériques centralisées ? Une monnaie numérique de banque centrale, qu'est-ce que c'est au juste ? Fera-t-elle le poids face aux monnaies crypto décentralisées ? Le cash explose dans le pays, alors un e-dirham sera-t-il la réponse à une meilleure inclusion financière dans notre pays ? Et côté crypto, le cours du Bitcoin a presque doublé, passant d'environ 16 000 $ le 1er janvier dernier à plus de 30 000 $ le 30 juin dernier. Quelle lecture des cours des crypto-monnaies en pleine crise inflationniste et crise géopolitique ? Réponse à toutes ces questions ce soir en compagnie de mes deux invités qui se joignent à nous via Skype. Tout d'abord, depuis Safi Badr Bellaj, expert en blockchain et crypto-monnaie. Bonsoir Badr Bellaj, merci de vous joindre à nous. Bonsoir Khadija, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Marhaba. Avec nous également le directeur général de Dial Technologies, il est également consultant digital, il n'est plus à présenter, toujours un plaisir de l'accueillir et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Zouhair El-Khdissi, bonsoir. Bonsoir Khadija, merci beaucoup pour l'invitation. Mais merci à vous de l'avoir accepté. Tout d'abord, alors Badr Bellaj, vous étiez là ce 19 juin quand il y avait eu l'organisation de cette conférence à l'occasion de la visite de la DG du FMI au Maroc, une conférence où le Wali de Banque El Maghrib s'est prononcé au sujet des monnaies virtuelles ou des monnaies numériques des banques centrales. Qu'est-ce qu'on peut retenir, vous, en tant qu'expert ? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette réunion et qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Alors, concernant bien sûr la journée qui a été co-organisée par Banque Maghrib et l'AMF, donc c'était une journée concernant les monnaies de banque centrale, les CBDC, non pas les cryptocurrencies en général. Donc, c'était une journée qui a présenté les différents projets qui existent en CBDC, qui a présenté des projets de l'AMF, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai personnellement retenu ? Quelques points qui sont très très importants. Le premier, c'est la confirmation de ce Jouahri que le Maroc va partir sur la question de CBDC ou va l'approcher d'une façon très, d'une façon sereine, ou plutôt de ne pas accélérer le processus de la CBDC, c'est-à-dire d'approcher la question d'une façon comme il l'a nommé, l'approche du chameau, c'est-à-dire de faire des pas, sauf si on est vraiment certain des outcomes, c'est-à-dire des résultats. Et donc, le processus d'avoir un CBDC au Maroc va prendre énormément de temps, selon bien sûr les propos de Jouahri qui dit voilà, c'est pas une priorité, mais c'est une question auquel on réfléchit, mais on n'est pas pressé de sortir une CBDC marocaine rapidement parce qu'on a d'autres priorités. Donc, lui, il préfère d'aller avec une approche qui est plus vigilante, plus pragmatique que de rejoindre la vague internationale et de se pencher et prioriser cette question de CBDC. Donc ça, c'était vraiment la première chose que j'ai retenue de cette journée, que le Maroc va adopter une approche vigilante concernant une CBDC marocaine, un e-dirham en quelque sorte. Pour le deuxième point qui est extrêmement important, c'est l'annonce de l'AMF
ou FMI en français, d'une plateforme qui va interconnecter les CBDC. C'est-à-dire, on aura, même si je vais demander dans combien de temps on aura cette plateforme, et le monsieur de l'AMF l'a répondu que ça sera prêt d'ici, avant même le World Cup des États-Unis, c'est-à-dire de 2026. Donc c'est une plateforme internationale qui va permettre d'interconnecter les CBDC existantes, et plus que ça, de tokeniser même les réserves des banques centrales et de permettre de faire des opérations financières à base de ces monnaies de banque centrale. Donc l'idée c'est de créer une sorte de canal international qui va permettre de fluidifier et aussi simplifier les opérations financières entre les différents acteurs, que ce soit les banques centrales, que ce soit les organismes comme l'AMF ou World Bank. Mais justement, quel est le rôle du FMI dans ce système financier international concernant ces monnaies numériques, ces MNBC, ces monnaies numériques de banque centrale? Donc, pour eux, le rôle qu'ils voient, ou au moins qu'ils ont présenté, c'est vraiment de jouer ce rôle de gateway, en quelque sorte, d'opérateur qui va permettre l'interopérabilité de ces systèmes-là, bien sûr avec tous les volets juridiques, technologiques, etc. Donc l'idée c'est de donner en quelque sorte un framework complet, que ce soit juridique, que ce soit technique, que ce soit technologique, que ce soit même en termes de standards, etc. pour permettre à ces banques-là centrales, dans le futur, bien sûr on parle d'ici quelques années, de communiquer entre elles en utilisant chacune sa propre monnaie de banque centrale d'une façon électronique, c'est-à-dire il n'y aura plus besoin de faire des opérations à la classique, mais ce sera des opérations automatisées, rapides, etc. Mais le rôle de l'AMF dans cette histoire et aussi la Banque mondiale, c'est de jouer le rôle de cet accélérateur et aussi de ce garant. Donc même l'AMF, je vais dire, dans ce nouveau monde, en quelque sorte, va jouer un rôle supplémentaire où il va même gagner plus de pouvoir, parce que cette plateforme sera gérée par l'AMF et par conséquent, on aura plus de contrôle de ces instances sur la finance internationale. Ça, c'est tout un débat. Mais l'idée, c'est que le deuxième point qui a été phare, le deuxième point phare de cette journée, c'est la déclaration de cette plateforme. C'est-à-dire, c'est une déclaration officielle que voilà, l'AMF travaille sur cette plateforme qui, comme j'ai dit, verra le jour avant 2026. Et donc, c'est quelque chose. C'est une réalité, c'est pas une supposition. Et le troisième point qui est très très marquant, c'est les témoignages des banques centrales qui ont déjà franchi le pas et qui ont lancé des projets de CBDC. Et généralement, c'est des banques centrales africaines. On a le Ghana, le Nigeria et si je me rappelle, le troisième c'était le Seychelles ou quelque chose comme ça. Mais les deux grands, c'est vraiment le Nigeria et le Ghana. C'est des projets très très importants à suivre de près, et ils ont bien sûr les directeurs je crois les représentants de ces banques centrales là ont présenté leurs projets, leur expérience, comment ça a changé l'écosystème financier local, etc. et l'impact sur l'utilisateur, etc. Et donc c'est vraiment ces trois volets. Et il y a un quatrième volet, mais ça rejoint le deuxième, qui est la tokenisation des réserves de banques centrales, c'est-à-dire que l'AMF voit que dans le futur, on peut tokeniser, c'est-à-dire représenter les actifs réels sous format de tokens ou de jetons électroniques qu'on peut vendre et acheter numériquement. Et par conséquent, on peut même avoir dans le futur la possibilité ou faciliter la vente et l'achat ou les opérations sur les réserves entre les banques ou même entre les autres instances. L'idée, c'est vraiment que l'AMF veut avoir une facilité, ou plutôt faciliter ces opérations-là pour en quelque sorte, bien sûr, gagner en performance, en impact, etc., même en politique monétaire. Oui, et surtout réduire le cash qui est en circulation, parce qu'aujourd'hui, effectivement, parmi les avantages qui ont été soulignés lors de cette rencontre de haut niveau sur les monnaies numériques de Banque centrale, c'était le 19 juin dernier à Rabat. Et d'ailleurs, le fait de choisir aussi le Maroc
j'imagine, hein, pour faire cette annonce de lancement de plateforme incessamment sous peu par le FMI, n'est pas anodin puisque ça intervient à quelques mois de la tenue, rappelons-le pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas encore, en octobre prochain, des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Donc ce sera en octobre prochain à Marrakech. Donc cette annonce, elle vient quelques mois seulement après cette grosse rencontre qui va réunir vraiment d'abord les chefs, les chefs d'État, les gouvernements, les responsables, mais aussi les responsables d'institutions financières importantes. Mais il est important aujourd'hui de mettre en avant un point, il y a eu ces témoignages-là. Moi, j'ai envie de vous interpeller, Zouheir Khdissi, sur le fait qu'on dise qu'il faut vraiment privilégier la prudence, mais en même temps, quand on regarde les chiffres et l'utilisation des crypto-monnaies au Maroc, on voit qu'il y a plus d'1,5 million d'utilisateurs, si les chiffres, en tout cas, qui ont été soulevés par une étude du Policy Center for the New South, think tank marocain, sont plus ou moins justes. On est 14e mondial dans l'utilisation de ces crypto-monnaies. Donc, est-ce que vraiment il faut toujours se maintenir sur ce statut de prudence ou accélérer pour rattraper? Parce que c'est déjà, j'ai envie, c'est monnaie courante, hein, puisqu'on parle de monnaie. Aujourd'hui, la crypto, pour que ce e-dirham ait également sa place dans ce marché marocain, aussi petit soit-il. On ne parle pas d'un gros marché non plus. Alors, moi, je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que l'usage de la crypto-monnaie au Maroc est un usage qui est déjà plus ou moins démocratisé. Maintenant, il faut comprendre aussi les raisons de l'usage de ces crypto-monnaies au Maroc. Il y a trois grands types d'usages. Il y a un usage qui permet de faire le paiement. Donc, les Marocains vont essayer de convertir, entre parenthèses, le dirham en crypto-monnaie pour permettre d'effectuer des opérations de paiement à l'international. Chose qui est difficilement faisable, en tout cas limitée par un certain nombre de plafonds côté office d'échange. La deuxième raison, c'est le blanchiment. Donc, c'est toutes les opérations qui permettent on va dire, de blanchir de l'argent qui était de quelque part de blanchir de l'argent qui était acquis de manière informelle. Et la troisième raison, c'est la spéculation. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'une monnaie centrale, une monnaie numérique de la Banque centrale, est-ce qu'elle va répondre à ces trois problématiques? Alors, désolé d'être catégorique, mais je pense que non. C'est-à-dire que pour les trois sujets, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux grandes tendances historiques relatives à la monnaie qui sont en fait présentes depuis quelques années et qui ont commencé à se développer depuis voire plusieurs siècles. C'est la virtualisation d'abord. On est passé d'une monnaie ou d'un système d'échange qui était basé sur on va dire, du blé à de l'or, puis maintenant au dollar, qui s'est déconnecté de l'or il y a quelques quarantaine, cinquantaine d'années. Et aujourd'hui, à de la monnaie complètement, on va dire, sous forme de données, qui est la monnaie numérique. Donc ça, c'est un mouvement, la virtualisation de la monnaie. Et le deuxième mouvement, c'est la décentralisation de manière générale. On a eu la décentralisation côté gouvernement et politique, la décentralisation côté information grâce à Internet, et maintenant la décentralisation de tout ce qui est transactionnel. Et donc ces deux mouvements, que sont la virtualisation et la décentralisation, sont des mouvements de fond qui aujourd'hui expliquent cet usage mondial, mais pour entrer dans le contexte du Maroc, aujourd'hui, le vrai problème, c'est les cas d'usage. On a déjà essayé d'adopter ou de mettre en place une politique de mobile money depuis quelques années. Le problème, c'est qu'on a construit le système, mais on n'a pas construit les usages. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la faible adoption. C'est-à-dire qu'on est très bon à essayer de construire des plateformes technologiques avec une logique, on va dire, d'ingénieurs, mais avec très peu de réflexion côté consommateur et côté citoyen. Pourquoi aujourd'hui un Marocain va utiliser cette monnaie centrale de la banque, monnaie numérique de la Banque centrale? Est-ce qu'il y a des raisons aujourd'hui pour le faire, sachant que les trois types d'usages aujourd'hui, que sont entre parenthèses le paiement, le blanchiment et la spéculation, ne peuvent pas être quelque part, on va dire, remplis par ce type de monnaie. Oui, du coup, est-ce que c'est vraiment un bon usage ou c'est vraiment la réponse aussi à l'inclusion financière?
Là où le mobile money peut-être n'a pas réussi, c'est ce e-dirham va réussir. Moi, personnellement, quitte à être catégorique, je n'y crois absolument pas. Encore une fois, ne pas accélérer ou accélérer, ça ne change rien à la donne de fond. La donne de fond, c'est qu'on a une économie qui est d'abord, on va dire, dominée par l'informel. Et c'est cet informel aujourd'hui qui permet, donc d'un côté on a l'informel et de l'autre côté on a aujourd'hui des usages de paiement qui peuvent être débloqués avec éventuellement des directives de l'office d'échange. Donc ces deux grandes catégories d'usages font que finalement c'est pas une monnaie centrale quelque part, une monnaie qui est dominée par la banque centrale qui va être quelque part la solution pour ce type de phénomène. Donc moi je pense que c'est la mauvaise solution pour la bonne problématique. Oui, alors justement, bon, bonne problématique ou pas, je me tourne vers Badr Bellaj. Est-ce que vraiment D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie numérique de banque centrale? Est-ce que je vous ai, je pense, déjà posé cette question lors d'une émission précédente, mais est-ce que déjà une monnaie numérique de banque centrale a sa place face au concept même des monnaies numériques ou virtuelles ou crypto qui sont pour le coup complètement décentralisées? Alors, juste pour la réponse concernant la définition du CBDC ou monnaie de banque centrale, l'idée c'est, bien sûr, c'est une monnaie gérée et générée par la banque centrale. Donc, c'est une monnaie de banque centrale parce que en contrepartie, il y a la monnaie privée. Généralement, quand vous prenez de l'argent des banques privées, cette monnaie-là, c'est une monnaie privée. C'est-à-dire, vous avez la garantie de la banque privée, non pas de la garantie de la banque centrale. Or, dans ce cas, vous avez accès à la monnaie, c'est comme le cash, c'est-à-dire vous avez accès à la monnaie de la banque centrale directement. Donc, c'est ça l'idée, c'est que cette monnaie-là, c'est une monnaie, je vais dire une digitalisation du cash lui-même. Non pas juste du concept de la monnaie, mais c'est vraiment du cash. C'est-à-dire, c'est comme vous avez des billets électronique dans votre poche électronique. Donc l'idée c'est que la différence majeure que je parle bien sûr du concept à l'échelle internationale, c'est que le consommateur, le client final ou le citoyen, il a accès à la monnaie de la banque centrale directement, non pas à la monnaie privée des banques privées. C'est ça la différence majeure. D'un côté technologique, je vais dire qu'ils peuvent adopter la même technologie que les crypto-monnaies, comme ils peuvent adopter une technologie différente, parce qu'il s'agit de systèmes centralisés. La monnaie de banque centrale, c'est des systèmes contrôlés par la banque centrale, et donc le choix ne fait pas la différence, que ce soit sur les mêmes technologies ou non. Par contre, dans le cas des crypto-monnaies, c'est plutôt des systèmes distribués. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de nous éviter tous les intermédiaires, parce que ces monnaies-là, ou plutôt les gens qui les ont conçues, croient que normalement, ces intermédiaires-là, c'est les sources du problème. Et par conséquent, on doit avoir une monnaie distribuée où il n'y a pas un centre de contrôle, de pouvoir qui va, bien sûr, jouer sur l'inflation de la monnaie ou sur la masse monétaire ou autre. Donc, l'idée, c'est que c'est des systèmes décentralisés. C'est ce qui fait que les gens sont attirés par ces monnaies-là parce qu'ils voient que c'est des monnaies qui tiennent leurs paroles. C'est des monnaies qui tiennent leurs promesses. C'est-à-dire, il n'y a pas, comme n'importe quelle devise à l'échelle internationale, il n'y a pas de promesse intrinsèque ou liée à cette monnaie-là. Ça dépend vraiment de situations économiques, géopolitiques, etc. Et la monnaie peut fluctuer d'une façon sévère. Et autre chose, c'est l'innovation. Les crypto-monnaies en général, c'est des monnaies qui apportent de l'innovation, qui apportent des schémas même financiers impossibles même avec la monnaie classique. Il y a, par exemple, dans le cas dans la DeFi et la finance décentralisée, il y a la possibilité d'avoir des crédits sans donner aucun papier, sans faire aucun processus d'identification. Et donc là, on est en train non pas juste de parler de crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie, c'est plutôt juste la première brique sur laquelle s'est bâtie toute une finance décentralisée qui est très similaire à la finance classique et même très compétitive. Et donc là, les CBDC essaient en quelque sorte d'équilibrer la balance parce que généralement ces CBDC-là, ils sont toutes été, je vais dire, le concept est sorti en riposte, comme une riposte à la CBDC. C'est pas une solution à un problème défini, mais c'est une riposte à la CBDC pour attirer en quelque sorte surtout la jeunesse
ou plutôt leur donner une alternative aux crypto-monnaies. Mais la CBDC n'est pas venue le premier jour avec un problème défini, mais plutôt il est venu comme une riposte à la crypto-monnaie. Et après, les banques centrales ont vu l'intérêt d'une CBDC, même à l'échelle économique ou macroéconomique, les CBDC peuvent avoir peuvent être un troisième outil à la banque centrale pour agir sur l'économie. Et même l'utilisateur final peut bénéficier, bien sûr, de quelques aspects technologiques concernant cette CBDC. Donc, grosso modo, c'est aussi une différence majeure entre les deux. Enfin, il y a une différence majeure, mais est-ce qu'elle peut faire le poids aussi? Je me posais cette question. Est-ce que ces monnaies numériques de banque centrale peuvent faire le poids devant des crypto-monnaies? Est-ce qu'il y aura, parce que il y a certes effectivement le fait que ce ne soit pas centralisé, que ce soit intraçable, etc. Mais il y a aussi le fait que, il y a une bourse derrière et que ce sont des monnaies dans lesquelles investissent des dizaines, voire des centaines de millions de personnes. Donc, est-ce que l'arrivée du e-dirham ou du e-yuan ou que sais-je, ou du e-euro va faire qu'il y aura un engouement alors qu'ils ont déjà leurs adeptes qui se comptent en centaines de millions de personnes, voire le milliard qui va être franchi incessamment? Tout à fait. Donc là, la réponse dépendra de la nature de cette CBDC. Parce que là, on est en train de parler de quelque chose d'abstrait. Une CBDC avec un seul, bien sûr, feature, en quelque sorte, une caractéristique qui est la nature centralisée. Mais si, bien sûr, ça dépendra, comme j'ai dit, des projets, on peut avoir des CBDC qui ont des caractéristiques intéressantes. On peut avoir des CBDC qui protègent l'anonymat. Récemment, la Banque d'Angleterre a annoncé que dans ce projet de CBDC pilote, ils vont proposer l'anonymat aux utilisateurs. Et donc, l'idée, c'est que ça dépend vraiment de quelle CBDC on est en train de parler. Par contre, en Nigeria, on a fait l'inverse, c'est-à-dire la CBDC était une excuse en quelque sorte pour l'État de demander aux utilisateurs des informations, de les tracer. C'était en quelque sorte pour les utilisateurs, c'était un ennui plus qu'une solution. Et par conséquent, le projet de la e-Naira, ou plutôt la CBDC nigérienne, ne se porte pas très bien parce que la façon dont il a été présenté aux citoyens ou à l'utilisateur final, c'était une mauvaise formule. Et donc, comme j'ai dit, la réponse vraiment dépend de quelle formule on est en train de présenter, de quel format de cette CBDC. Mais généralement, si on a une CBDC avec des caractéristiques proches de la crypto-monnaie, il y aura de l'attraction parce que beaucoup de gens utilisent la crypto-monnaie non pas que pour l'investissement. Il faut bien sûr toujours le souligner. Il y a une tranche qui fait de l'investissement, mais d'autres gens utilisent la crypto-monnaie pour la simplicité, la facilité, la globalité. C'est très intéressant. Non-traçabilité aussi. Ils sont traçables, mais l'idée, c'est qu'ils ne sont pas identifiables. Les utilisateurs ne sont pas identifiables. Oui. Mais les transactions sont claires en blockchain. Vous pouvez savoir tout l'historique. C'est le système le mieux tracé au monde. C'est le système des crypto-monnaies. Mais non identifiable. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas ces gens-là. Alors, du coup, ça sert à quoi si on ne peut pas identifier? Est-ce que vous pensez que, effectivement, le fait que ces personnes-là utilisent les crypto-monnaies, c'est aussi pour avoir un peu de privacy, c'est-à-dire oui, il y a des personnes. Absolument. Déjà, le cash est utilisé. Déjà, le cash, l'une des raisons d'usage du cash, c'est la privacy. C'est ce qui m'amène à mon autre question, parce qu'on dit qu'avec le e-dirham, il y aura moins de circulation de cash. D'ailleurs, c'est un des avantages soulignés lors de cet événement, donc le 19 juin dernier, il y a un peu plus de 2 semaines. C'est pour l'inclusion financière accrue, une meilleure lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent et l'utilisation du cash, tout simplement. Alors effectivement, on connaît la nature aussi du système au Maroc. Est-ce que cela ne risque pas d'empêcher aussi l'adoption d'une telle solution financière telle que le e-dirham? Comme j'ai dit, ça dépend vraiment de la nature de ce e-dirham. Parce que comme j'ai dit, si on part vers une protection de la privacy, de la confidentialité des transactions, si on part vers on évite le censorship, le contrôle, c'est-à-dire si on a un mindset ouvert et on va avoir un CBDC
qui va attirer l'utilisateur final, je crois que ça peut réussir. Parce que la CBDC, il a un aspect innovant qui peut vraiment permettre la naissance de pas mal de schémas financiers, pas mal de nouveaux moyens de paiement, de nouveaux systèmes de paiement, surtout si on a un CBDC interopérable à l'échelle internationale. Mais je reviens toujours, ça dépend de la nature de cette CBDC. Parce que si on la conçoit comme un système classique, avec bien sûr l'objectif de tracer les gens, et on soupçonne les utilisateurs, et avec cette mentalité-là, je crois que personne ne va l'utiliser. Et on voit toujours que, en général, les projets qui visent à digitaliser n'importe quoi, on l'a vu par exemple pour les factures, etc., les gens ont cette peur, c'est-à-dire ils disent voilà, l'État veut nous traquer, nous faire ceci, nous faire cela. Mais si une CBDC apporte les bonnes réponses à ces problématiques-là, surtout de la privacy, je crois qu'il peut être utilisé, surtout parce que les CBDC, je termine avec ce mot-là, on cible les jeunes. On ne cible pas bien sûr, c'est une solution pour tout le monde, mais le segment principal et important, à mon avis, c'est les jeunes. Et ces jeunes-là sont intelligents. Si on leur offre une CBDC qui répond à leurs attentes, je crois qu'il sera adopté. Ouais, je fais réagir sur cela, Zouhair Khdissi, et aussi pour savoir, est-ce que c'est vraiment la clé? Alors d'abord pour combattre un peu ou en tout cas formaliser une économie qui est très dépendante de l'informel, d'un côté, mais d'un autre côté aussi, on connaît la réalité de la fracture numérique. Alors, Badr Bellaj parle d'une cible, ce sont les jeunes. Alors oui, effectivement, Allahumma lak alhamd, nous sommes un pays de jeunes, mais le jeune la fracture numérique est une réalité aujourd'hui dans notre pays qui fait que ça risque aussi d'accentuer cette fracture numérique. Alors, moi, encore une fois, je reviens à la problématique des cas d'usage. Aujourd'hui, on conçoit un système, mais on ne conçoit pas des cas d'usage très concrets. On conçoit que ça apporte énormément de valeur à la Banque centrale, à l'État, en termes d'absorption du cash, en termes de traçabilité, en termes de système éventuellement on va dire de gestion de l'économie, mais on ne voit pas aujourd'hui davantage pour les utilisateurs. Alors moi je pense que fondamentalement, Badr l'a évoqué à la fin, le problème qu'on a au Maroc, c'est que même si on adopte une CBDC qui est construite autour de l'anonymat, le problème c'est la confiance. On n'a pas un système qui est basé sur la confiance. Est-ce qu'aujourd'hui le citoyen marocain fait confiance à la Banque centrale? Est-ce qu'il fait confiance à l'État pour gérer ces informations? Et ça, c'est la problématique qu'on a eue d'ailleurs sur le mobile payment. Je reviens à dire, autant réussir d'abord ce qui s'est fait, et l'investissement qui a été fait pendant 10 ans sur le mobile payment. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas réussi parce que, tout simplement, les marchands, les épiciers, etc., ne font pas confiance, même si on leur a donné un régime fiscal très avantageux pendant 5 ans, ils ne font pas confiance à l'État. Et donc, cette logique de confiance qui n'existe pas dans le contexte marocain, malheureusement, et d'ailleurs, entre parenthèses, il ne faut pas oublier, l'économie, c'est d'abord la confiance. Le monde financier, il est construit autour de la confiance. Donc, quand on n'a pas cet élément de confiance, ça pose un problème. Il ne faut pas oublier que l'émergence de la crypto-monnaie, c'était d'abord une réaction par rapport à la crise financière de 2008, où, en fait, on ne faisait plus confiance à la Banque centrale américaine qui commençait à imprimer du dollar pour essayer de résoudre la problématique, la crise financière. Donc, si jamais il y a une crise financière d'ici la fin d'année, et ce que beaucoup d'économistes prédisent, ça va plus renforcer justement l'usage des crypto-monnaies classiques parce que justement, ils ne sont pas gérés par une banque centrale et ils ne sont pas liés à un système financier qui est considéré, en tout cas par un certain nombre de porteurs de ce type de solutions, comme étant un système, on va dire, pourri, qui n'est pas basé sur une vraie consistance. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, moi, ce que je voulais aussi peut-être dire, c'est quand on parle de crypto-monnaie, il faut distinguer entre deux usages. Au Maroc, il y a un fort usage spéculatif. Donc, ce n'est pas en tant que monnaie qu'on l'utilise. En tout cas, je pense, les statistiques, on ne les a pas, mais j'imagine qu'il doit y avoir au moins un grand pourcentage, peut-être la moitié des utilisateurs, qui l'utilisent plutôt en tant que crypto-actif, en tant qu'actif de spéculation, plutôt qu'en tant que monnaie. Et donc, l'objectif, c'est des jeunes qui veulent aujourd'hui s'enrichir de manière rapide en spéculant sur la crypto-monnaie parce qu'ils n'ont pas forcément accès
au mécanisme classique les outils financiers classiques pour pouvoir créer de la valeur à travers du trading. Donc, ils vont faire appel à des crypto-monnaies comme étant un moyen de trading pour pouvoir générer des plus-values. Et ce type d'usage aujourd'hui ne va absolument pas être résolu parce que, bon, maintenant, bien sûr, ce type d'usage, il est aussi dangereux. Il faut aussi qu'on le note parce que les actifs de type crypto-actifs de manière générale sont très spéculatifs et donc peuvent faire perdre des économies à des gens et donc ils peuvent évoluer de manière très forte à la hausse ou à la baisse. Le deuxième usage, c'est l'usage en tant que monnaie, donc pour pouvoir faire des transactions, pour pouvoir faire des paiements à l'international, etc. Et cet usage est l'usage pour lequel justement ces cryptocurrencies ont été créées. Donc pour revenir à la question relative au CBDC, je pense que ce qui est important dans les CBDC, c'est que c'est des monnaies en fait qui nécessitent une logique de confiance entre la Banque centrale et les citoyens, et ça nécessite des cas d'usage pratiques. Tant qu'on n'a pas ces deux prérequis, ça va être difficile d'y aller, ça va être surtout difficile d'avoir l'adoption nécessaire. Parce que, encore une fois, ajouter un instrument supplémentaire et se retrouver à la fin avec très peu d'usage, je pense que ça ne sert personne, ni l'État, ni les citoyens. Oui, absolument. Même question, en tout cas, on va peut-être parler aussi des crypto-monnaies avec vous, Badr Bellaj. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a un rebond du Bitcoin au moment où les autorités de régulation des États-Unis accroissent la pression sur le secteur crypto. Comment se dessine le reste de l'année pour ce marché, en sachant que quand même il y a eu une augmentation importante des flux, mais aussi du cours de ce Bitcoin qui s'était vraiment crashé, la limite du crash fin 2022. Badr Bellaj, vous m'entendez? Oui, je vous entends à 100%. Alors, est-ce que vous m'entendez de votre part? Oui, je vous entends. Super. Alors, comme j'ai dit, Bitcoin s'est envolé de à peu près 80% depuis le début de l'année. Donc, oui, il se porte, je vais dire bien en quelque sorte, après son crash du pic. Mais bien sûr, récemment, il y a eu pas mal de tournants. On a vu le crack qui a été mené par le SEC concernant des opérateurs crypto. Après, on a vu aussi BlackRock et d'autres fonds d'investissement qui ont voulu créer un ETF à base de Bitcoin, chose qui a un peu boosté la crypto. Mais généralement, la crypto, c'est pas que le trading, c'est pas que, bien sûr, c'est pas en généralement que le trading, mais c'est plus que ça. C'est juste une partie. Et ça, on peut le comprendre d'un constat très simple. Si les cryptos étaient juste un moyen spéculatif, on aurait vu un grand crash de ces monnaies-là avec la récession. C'est-à-dire, on a vu que, voilà, on a eu une récession actuelle, on a vu un climat international qui est, je parle économiquement parlant, qui n'est pas favorable. On aurait vu au moins c'est-à-dire une liquidation massive de ces cryptos-là, on aurait vu des cours qui partent vers zéro, quelque chose qui est similaire. Sauf que, si on regarde que même avec au moins au niveau de cette année-là, on voit l'inverse. Et on a plus que ça, on a la corrélation qui change entre Bitcoin et par exemple, le S&P 500, la corrélation, elle est en train d'être renversée pour partir vers une corrélation avec l'or. C'est-à-dire Bitcoin actuellement, je parle de Bitcoin, non pas des cryptos en général, parce que c'est pas la même chose. Mais Bitcoin, c'est à peu près la moitié des marchés. Donc, si on parle de Bitcoin, c'est la moitié. Absolument. Actuellement, une corrélation entre le Bitcoin et l'or. Qu'est-ce qui nous montre ceci? Que le Bitcoin, au moins, c'est pas qu'un asset spéculatif, mais ça devient un refuge. Mais donc, quand vous dites ça, en fait, c'est marrant parce que le crash du Bitcoin a commencé lorsque la Fed a commencé à revoir, déjà avant, quand il y avait des rumeurs que la Fed allait revoir à la hausse les taux directeurs aux États-Unis. Et donc, ce qui a affecté le dollar. Est-ce que maintenant, ce que vous dites, c'est que le cours du Bitcoin n'est plus adossé au dollar, mais plutôt à l'or? Exactement, au S&P 500, c'est-à-dire au marché
surtout de la tech. De la tech, oui. Okay. Donc l'idée c'est que je parle pas de l'année dernière. Oui, il y avait un crash sur tous les marchés. C'est pas que sur le Bitcoin. Même les grands acteurs tech ont vu leurs actions chuter, mais après ils ont fait un rebond. Mais je parle de l'année courante, c'est-à-dire 2023. 2023. Oui. Exactement. Donc sur 2023, on a ces statistiques que Bitcoin a gagné à peu près 90% au moins depuis le début de l'année. Et donc là, on est en train de voir que le Bitcoin elle est plus corrélée avec l'or qu'avec les autres assets, surtout les assets risqués ou les assets surtout de la bourse ou les assets des entreprises tech. Et ça nous montre que Bitcoin actuellement, il est en train de devenir en quelque sorte un asset refuge. N'est pas un asset refuge dans l'absolu comme c'est l'or ou autre, mais au moins on est en train de constater qu'il est en train de réagir inversement. C'est-à-dire la logique d'un asset spéculatif qu'il doit continuer au moins sa valeur doit continuer de baisser au lieu de faire ce rebond et de se stabiliser. Actuellement même, avec les derniers cracks de la SEC, on n'a pas vu une chute de la crypto-monnaie. Et plus que ça, on a un problème actuellement de liquidité. C'est-à-dire les gens détiennent leur crypto ou leur Bitcoin dans leur propre wallet au lieu de les mettre dans les places boursières en quelque sorte, au lieu de les trader. C'est-à-dire les gens détiennent les Bitcoins chez eux comme un asset comme un asset refuge, parce qu'ils ne font pas confiance à l'économie internationale, parce qu'ils voient une récession. Et ça a bien sûr un double résultat, parce que quand il y a moins de liquidité, les marchés sont un peu fragiles et faciles à déstabiliser. Mais comme j'ai dit, l'autre signe de cette action-là, c'est que les gens font confiance au Bitcoin du fait qu'ils le détiennent chez eux, le font sortir des marchés vers eux, c'est comme le cash en quelque sorte, de le mettre dans leur propre wallet comme étant un refuge. Et donc l'idée, c'est qu'on est en train de parler d'un asset qu'il y a une majorité d'investisseurs à l'échelle internationale, surtout les grands, je parle de BlackRock, des grands fonds d'investissement, c'est des gens qui font tourner des trillions de dollars, c'est pas des petits acteurs. Ah oui. Donc ces gens-là investissent en Bitcoin et ils voient que Bitcoin c'est quelque chose qui va rester avec nous, c'est un futur en quelque sorte, parce que dans un monde, personnellement, dans un monde où il y aura de la dédollarisation, je ne vois pas une devise qui peut... Ah, mais déjà, vous partez du principe qu'il y a la dédollarisation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà en cours. On parle au moins d'un concept, c'est-à-dire, personnellement, je ne vois pas le yuan être une monnaie internationale, je ne vois pas d'autre alternative. Qu'est-ce qui va remplacer le dollar, hein? C'est ça. Tout à fait. Pour moi, je crois que les cryptos ont cette marge de manœuvre pour être cette monnaie-là. Et c'est un constat que j'ai pas fait moi tout seul, mais la banque, comment il s'appelle, une grande banque américaine a fait sortir un rapport, ça fait 3 années, qui dit que Bitcoin peut être la monnaie globale du global trade, c'est-à-dire du commerce international. Tout à fait, parce que dans un climat géopolitique qui est instable, il est difficile aux États d'imposer leurs devises. Et donc, il faut avoir quelque chose de neutre. Il n'y a pas une monnaie neutre, il n'y a que deux. Il y a l'or ou le Bitcoin. L'or, c'est difficile à trader, on le sait. Et le Bitcoin peut, bien sûr, c'est dans un schéma, on ne parle pas du schéma actuel, mais dans un schéma futur, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais personnellement, je crois que la crypto-monnaie, c'est pas que de la spéculation, c'est pas que de la technologie, mais aussi une solution à un problème géopolitique, économique global. Oui, je vous fais réagir sur cela pour clôturer ce débat, Zohair Khdissi. Alors, moi, je pense par rapport au futur des crypto-monnaies, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'événements qui peuvent survenir d'ici la fin d'année ou d'ici début de l'année prochaine. Alors, en cas de crise financière, donc soit à cause de la faillite d'une banque ou d'autres types d'événements financiers majeurs, ça va forcément favoriser le passage ou on va dire le renforcement de l'investissement dans les crypto-monnaies de manière générale et dans le Bitcoin en particulier. Donc, c'est très probable, si jamais il y a un événement de ce type, qu'il y a encore un doublement de la valeur du Bitcoin pour revenir à leur niveau d'il y a 1 an et demi. Le deuxième type d'événement, c'est en cas de guerre. Alors, en cas de guerre, ce qui se passe de manière générale, c'est que pour l'instant, et en tout cas ce qu'on a vu dans la guerre russo-ukrainienne, c'est que la vraie valeur refuge à date d'aujourd'hui reste encore le dollar.
Et donc, c'est le dollar qui a été renforcé suite à cet événement. Bien sûr, avec cet événement, il y a eu aussi un certain nombre d'éléments dans l'inflation qui est montée. Et donc, automatiquement, les taux directeurs de la Fed qui ont augmenté. Bien sûr, automatiquement, quand on augmente les taux directeurs américains, ça a automatiquement un impact sur l'ensemble des instruments financiers, donc sur la bourse, mais aussi sur les crypto-monnaies, parce que la majorité des grands fonds d'investissement, ils vont avoir des meilleurs retours sur investissement avec moins de risques en investissant sur les bons de trésor américains qu'en investissant sur les actions ou sur d'autres actifs économiques. Donc, c'est les deux grands, je pense, phénomènes qui peuvent survenir. Donc, entre une guerre d'un côté et une crise financière de l'autre, et avec éventuellement on va dire l'inflation, l'observation de l'inflation sur les prochains mois, comment elle va évoluer. Donc, toute évolution de l'inflation va forcément favoriser une augmentation des taux directeurs américains et par conséquent une augmentation du dollar et une baisse des autres actifs économiques. Et je pense que c'est les deux éléments, on va dire, majeurs qui peuvent impacter les crypto-monnaies. Maintenant, pour rejoindre ce que dit Badr, aujourd'hui, c'est clair, pour moi en tout cas, que c'est un actif qui reste fortement spéculatif comparativement à d'autres monnaies parce que les évolutions à la hausse et à la baisse n'en font pas une valeur très stable. Et ça pose un problème pour les gens qui veulent déposer leurs épargnes en crypto-monnaie. Maintenant, plus on a d'actifs, plus des fonds vont investir, plus on a d'argent qui est investi dans les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on parle de 1,12 milliard, 1000 milliards de dollars dans les crypto-monnaies et plus de 500 milliards de dollars dans le Bitcoin. Donc, plus il y a des gens qui investissent, moins ça devient spéculatif parce que aucune, on va dire, entité ne peut spéculer de manière très forte à la baisse ou à la hausse sur la valeur. Donc, moi, je pense qu'avec le mouvement aujourd'hui d'adoption qui continue à se faire sur les crypto-monnaies, ça va devenir de plus en plus des actifs stables et par conséquent, ça peut devenir un moyen efficace pour gérer d'abord les échanges économiques mondiaux et une valeur refuge pour l'épargne des épargnants en cas de crise majeure ou en cas de problème économique. Merci beaucoup. Merci Zohair El Khdissi. Merci. Merci à vous aussi Badr Bellaj. Merci d'avoir participé au débat. Merci Khadija. C'est un plaisir. Et merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée.